Bonjour à tous, merci d'être venus. On va, dans cette dernière séance pour l'année, on va regarder les perspectives à 10 ans pour la détection du secteur noir, c'est-à-dire matière noire et énergie noire. On va faire le survey de tous les télescopes que nous avons à notre disposition. Alors, les principaux télescopes, comme on a déjà un tout petit peu parlé, mais on va les présenter plus en détail. Donc, nous avons Euclide. Euclide qui est celui-ci, là, qui a été lancé par les Européens, donc par l'Agence spatiale européenne, European Space Agency, en 2023. Donc, elle fait 1,2 m de diamètre, mais il est dans l'espace très loin. On va voir dans le point de Lagrange L2. Et son but principal, c'est de détecter l'énergie noire. Le champ est de 0,5 degrés carrés. C'est un très grand champ par rapport au télescope spatial Hubble, qui avait un tout petit champ de quelques minutes carrées. Il y a aussi l'équivalent, si vous voulez, celui qui s'appelle Nancy Grace Roman. Alors ça, c'est le nom de la première femme qui avait des postes de direction à la NASA. Donc c'est un hommage à elle. Et qui était en fait le pendant d'Euclide, mais comme il arrive un peu tard, ils ont un petit peu redirigé leur but, qui est à la fois l'énergie noire et puis aussi les exoplanètes. Donc là, il y aura, c'est un télescope un peu plus grand, 2,4 m, c'est celui-ci, qui va peut-être lancer bientôt, avec aussi une caméra visible et proche infrarouge, mais aussi un coronographe qui pourra faire les exoplanètes, et le champ est un peu plus petit. J'en dirai pas grand-chose parce qu'en fait, ce seront les mêmes buts, Euclide et Nancy Grace Roman. Et puis, nous aurons le Vera Rubin. Alors, le Vera Rubin, c'est au sol, à 8 mètres. Il est appelé Vera Rubin justement en l'honneur de celle qui a découvert, qui a le plus convaincu les astronomes qu'il y avait de la matière noire, la matière invisible. Et aujourd'hui, on l'appelle encore LSST, qui était le premier nom, mais qui veut dire justement Legacy Survey en Space and Time, parce qu'on va voir qu'il va aborder les objets variables à toutes les échelles de temps. Donc c'est vraiment le domaine temporel qu'on va regarder avec ce télescope, en plus de regarder tout le ciel, et donc avec un très grand champ. Alors là, vous voyez, 10 degrés carrés, c'est bien plus que les deux premiers. Ça permet de regarder tout le ciel en 3 jours et de repasser pour avoir plus de sensibilité. Et enfin, je parlerai du SKA. SK veut dire Square Kilometer Array. C'est un réseau d'antennes en radioastronomie basse fréquence. Et basse fréquence, c'est très très large en domaine de fréquence. Donc il y aura une partie de 0,8 à 6 mètres, les très basses fréquences en Australie, et une partie en Afrique du Sud de 2 à 80 cm. Donc vous voyez une antenne ici. Donc déjà, on commence avec Euclide. Euclide, évidemment, le nom vient du célèbre, dans l'Antiquité, Euclide qui faisait de la géométrie. En fait, cette image est prise du tableau de Raphaël sur l'école d'Athènes, vous voyez ici. Donc la géométrie euclidienne, elle est en courbure nulle, ça marche bien puisque notre espace n'a pas de courbure, mais il y a aussi une géométrie euclidienne hyperbolique et elliptique. Donc ça représente bien ce que va faire Euclide. Euclide, vous voyez le logo, il est à la fois celui d'une galaxie et puis à la fois celui du Big Bang, que vous avez une expansion et puis ensuite une expansion accélérée grâce à l'énergie noire, et c'est ça qui va être le principal but, connaître la nature de l'énergie noire. Est-ce que c'est une constante cosmologique ou est-ce que c'est quelque chose qui varie dans le temps? Alors, ce satellite a été lancé le 1er juillet 2023 et contrairement à Hubble qui, lorsqu'il avait été lancé dans les années 90, était myope, il y avait un défaut de réglage, et bien là, il marche complètement parfaitement. Et vous voyez qu'il a un très très grand champ. Là, pour l'instant, cette image, elle est de 100 millions de pixels, mais on peut avoir 1 milliard de pixels. Et ici, vous voyez énormément de galaxies. Ici, on fait un zoom sur les galaxies centrales de l'amas de Persée. Vous voyez un petit peu la finesse de ce télescope. Donc là, on a vraiment la résolution que l'on veut, qui est due à l'espace, et l'espace qui n'a pas de turbulence de l'atmosphère, donc on gagne énormément. Donc une autre image qui a été obtenue dès les premières heures. Vous voyez que la galaxie IC342, pourquoi cette galaxie? Parce qu'elle est invisible en optique. Elle est derrière la Voie lactée. La Voie lactée est quelque chose qui a beaucoup de poussière, beaucoup d'étoiles aussi, et qui cache les galaxies derrière. Mais là, comme on est en infrarouge proche, eh bien, on peut traverser la poussière et voir une très belle galaxie spirale qu'on ne voyait pas avant.
Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée de la qualité du télescope. Donc cette mission, elle a été construite, elle a commencé à être construite il y a à peu près 10 ans, en 2013, par Thales Alenia Space, avec le module utile, Astrium, Airbus Défense, etc. Et le lancement a été vraiment réussi. Alors il y a eu quand même des inquiétudes parce qu'il devait être lancé à Kourou, en Guyane, par une fusée Soyouz, donc russe. Et comme vous le savez, en 2022, la guerre en Ukraine a coupé toutes les collaborations possibles. Les Russes sont partis de Kourou et donc on était un petit peu en peine pour trouver un lanceur. Donc évidemment, comme ça, une fusée européenne, on a pensé à Ariane, mais Ariane était complètement, le schedule d'Ariane était rempli entièrement. Il fallait attendre des années avant de trouver un spot de lancement. Donc on a dû se résoudre à demander à SpaceX. Donc c'est parti de Cape Canaveral avec un Falcon 9 et bon, ça a très très bien marché. Donc il est arrivé un mois plus tard au point de Lagrange L2, c'est-à-dire 1,5 million de kilomètres, déployer les instruments et tout marche comme il faut, avec quelques petits problèmes de jeunesse, avec un petit peu de glace sur le télescope, mais qui, après chauffage, s'est évaporé. Donc on voit que dans ce projet européen, la France a le principal pays contributeur, notamment CNRS, CEA et CNES, et le responsable scientifique du projet est Yannick Mélier, qui est à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc ça montre que l'implication de la France est encore plus grande que les autres pays européens. L'orbite d'Euclide, alors on dit qu'il est au point de Lagrange, hein. Comme vous savez, c'est le point de stabilité lorsqu'on fait tourner la Terre autour du Soleil, etc. Ici, on est à 1,5 million de kilomètres et on a l'impression que le point de Lagrange doit être complètement encombré puisqu'on a lancé Planck, on a lancé Herschel, on a lancé Gaia, on a lancé plein de télescopes. Mais en fait, on tourne autour de ce point. Et vous voyez que l'orbite d'Euclide autour du point de Lagrange, elle a une taille qui est pratiquement la même que la taille de la Terre au point de Lagrange, c'est-à-dire 1,5 million de kilomètres. Donc il n'y a aucun problème de confusion et de collision entre les satellites. L'espace employé est énorme. Donc on peut envoyer un grand nombre de satellites au point de Lagrange, et il n'y a aucun problème. Alors les premières images tout de suite sans même traitement, parce que les deux que je vous ai montrés tout à l'heure avaient été un peu traités par Jean-Charles Cuyand, justement, qui est un très expert dans ces matières. Et pour vous donner ce qui sort des détecteurs, vous voyez qu'il y a une caméra qui a 36 détecteurs, là, 6 sur 6, en visible. Et on peut faire dans ce carré un petit zoom. Vous voyez, dans ce zoom, vous voyez énormément de galaxies et d'informations. Donc la grande différence, c'est l'énorme champ de vue. Et c'est pour ça qu'avec Euclide, on va pouvoir faire tout le ciel, la plus grande partie du ciel, alors que Hubble, depuis 30 ans, n'a fait que quelques champs profonds et qui font quelques minutes carrées, peut-être 1 degré carré au total, mais on n'a pas fait de tout une grande survey du ciel, alors que là, on va le faire. En infrarouge proche aussi, c'est pareil, on a 16 détecteurs ici, et lorsqu'on fait un zoom, vous voyez les galaxies qui commencent à apparaître et le grand nombre d'objets qui sont dans chaque petit point ici. Donc vous voyez un peu la richesse de ce télescope. Il y aura aussi des spectraux. Ici, on a un spectre sans fente. Donc chaque objet est dispersé par un grisme. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a une confusion entre tous les objets, mais ce sera moins dramatique puisqu'on va tourner l'image et avoir des dispersions dans d'autres directions. Ça va permettre de débrouiller l'affaire. Enfin, en tout cas, c'est dans l'espace les objets les plus lumineux qui seront dispersés en spectre. Et puis, on fera au sol, parce qu'on a besoin de beaucoup de photons pour disperser la lumière. Donc, on va faire au sol les plus faibles, donc avec des 4 mètres et des 10 mètres, qui permettront de regarder des millions et des milliards d'objets. Donc, en résumé, les principales caractéristiques de cette mission de l'ESA, c'est 1,2 mètres, alors que le télescope de Hubble faisait 2 mètres. Un grand champ, 36 CCD de 4 sur 4, 4000. Et puis, il y a à peu près un demi-milliard de pixels, avec une résolution par pixel de 0,1 arc-seconde et un champ de 0,5 degrés. Le NISP, c'est un peu moins, évidemment, puisque la longueur d'onde étant plus grande, la diffraction est plus grande.
Donc vous avez une petite idée du coût du télescope, qui fait 850 millions d'euros. Et la mission va durer à peu près un peu plus de 6 ans. Dans ces 6 ans, on va être le survey complet du ciel. En même temps, comme il y a très grand champ, vous allez voir d'autres objets que les galaxies pour faire l'énergie noire. Il y aura peut-être des exoplanètes, des supernovas, et puis même des astéroïdes. Hein, vous allez voir plein d'objets variables. En tout cas, on va couvrir dans ces 6 ans 15 000 degrés carrés en régulier. Et puis, il y aura quand même des champs qui seront faits très profonds, avec une petite surface de 40 degrés carrés. Donc 12 milliards de sources vont sortir du survey. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme outil pour diagnostiquer quelle va être l'énergie noire? On en a déjà parlé dans les séances précédentes. Hein. On a ces tests qui sont de recueillir les oscillations acoustiques des baryons, la matière ordinaire. Alors on sait que, pour rappeler brièvement, on sait qu'au départ, la matière est ionisée, puis ensuite elle va se recombiner dans la dernière surface de diffusion qui est vue par Planck. Là, ici, c'est le jaune et le vert qui est représenté là. Et c'est à ce moment-là que l'électron et le proton deviennent atomes d'hydrogène. Et donc, il n'y a plus les oscillations de pression, puisque la matière ordinaire n'est plus en équilibre avec la pression de rayonnement. Donc là, on avait des ondes acoustiques, et puis tout d'un coup, ça se découple. Et donc, on a une onde gelée. Et cette onde gelée, c'est ça, c'est la plus grande distance qu'a parcouru le son depuis le Big Bang. C'est ce qu'on appelle l'horizon sonore. Et cet horizon sonore, cette taille caractéristique, va se développer avec l'expansion de l'univers. Et c'est comme ça qu'on va mesurer l'expansion de l'univers. Est-ce qu'elle va être décélérée, est-ce qu'elle va être accélérée? Donc, est-ce qu'il y a de l'énergie noire ou pas? Et puis, vous avez un deuxième outil, les lentilles gravitationnelles. Vous voyez que Euclide va pouvoir regarder des galaxies de fond dont les rayons lumineux vont être déviés par toute la gravité, donc on va atteindre la masse noire, la matière noire, et puis aussi l'énergie noire, même si elle n'est pas concentrée dans les structures, elle va quand même jouer un rôle. Donc on va avoir les lentilles faibles comme outil, les amas de galaxies. Vous voyez que si, par exemple, on a une gravité modifiée, on a déjà évoqué cela, que l'énergie noire pourrait être en fait une gravité modifiée. Si la gravité est modifiée, on n'aura pas la formation de structure au même moment. Donc là, c'est le fameux petit f qui est la dérivée du contraste de densité qu'on a en fonction du rayon, de l'expansion de l'univers ou du temps. Et c'est ce diagnostic-là qu'on va pouvoir regarder, c'est-à-dire à quelle époque forme-t-on les amas de galaxies. Donc on va avoir des 12 milliards d'objets et de galaxies qui vont s'échelonner en fonction de la distance. On va pouvoir savoir à quelle époque sont formés tous ces amas, et donc pour savoir si c'est la gravité ou pas modifiée. Et puis, il y a aussi le phénomène de Sachs-Wolf. On en a aussi déjà parlé, c'est-à-dire que si le photon tombe dans un puits de potentiel, et s'il a une couleur rouge au départ, il va devenir plus bleu, et puis ensuite, s'il n'y a pas d'énergie noire, il reprend la même couleur à la sortie. Si par contre, il y a de l'énergie noire et de l'expansion de l'univers accélérée, eh bien, il va revenir plus bleu à la sortie. Tout ça, on l'a fait, on a trouvé qu'il existait ce phénomène localement, et on aimerait le savoir à plusieurs distances. Donc on va, avec tous ces secteurs-là, on va cerner et contraindre l'énergie noire. Alors sur les lentilles, ce qui est impressionnant, c'est le nombre de lentilles qu'on va avoir. Par exemple, les lentilles fortes déjà, celles qui donnent des arcs et des anneaux d'Einstein. Vous en voyez dans le programme du Hubble Space Telescope ici. Vous avez quelques exemples, il y en a 60 ici, les principaux, il y en a 60 exemples de lentilles très fortes, où on a ici des anneaux d'Einstein et puis ici des arcs, etc. Alors ça a été obtenu depuis 2010, donc en plusieurs années, puisque le Hubble a un tout petit champ. Alors maintenant, avec Euclide, vous voyez, là on a reproduit le SLAC, on a 100 fois plus déjà après quelques mois d'observation. Donc ça va être vraiment une industrie, le nombre d'objets lentilles. Pourquoi? Parce qu'on va faire tout le ciel, donc on a multiplié le nombre de ces objets, à la fois lentilles fortes, qui nous permettent d'avoir la matière noire, puis aussi l'étude des galaxies de fond, mais aussi les lentilles faibles, bien entendu. Alors, quel va être le survey fait par Euclide? Vous voyez ici, c'est la Voie lactée, on est dans les coordonnées où la Voie lactée est dans l'équateur ici. Plein de poussière, plein d'étoiles. Donc cette région-là, on ne la regarde pas, évidemment, parce qu'on est gêné par toute la Voie lactée. Ce que vous voyez ici, c'est la lumière zodiacale, qui est gênante aussi,
Qu'est-ce que c'est que cette lumière zodiacale? C'est le système solaire, l'écliptique, qui a plein de poussière. En fait, cette poussière, c'est comme un disque de débris, si vous voulez. Les petits corps qui ont formé les planètes sont collisionnés et on en fait de la poussière. Donc toute cette poussière, elle rayonne en infrarouge et elle nous crée des problèmes. Donc ce qu'on va faire comme survey avec Euclide, c'est tout ce qui est bleu, ici, et nord et sud, parce que comme on est dans l'espace, on peut regarder l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, pas de problème. Donc ça, c'est les 15 000 degrés carrés. Si on pouvait tout regarder, il y aurait 40 000 degrés carrés, mais là, la Voie lactée nous bouche le ciel. Et donc en 6 ans, on va avoir ça. Et puis les champs profonds, c'est le champ nord ici, qui fait 20 degrés carrés, le champ sud en jaune, et autour de l'amas de Fornax. Donc l'ensemble fait en gros 40 degrés carrés, où on aura 2 magnitudes de plus de profondeur, un peu comme le Hubble qui faisait des champs profonds. On peut regarder un petit peu ce champ nord, il est quand même, évidemment, il y a de la poussière partout, hein, si je regarde en arrière. L'essentiel de la poussière est là, mais là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de poussière parce qu'on est à l'intérieur de la Voie lactée, et donc même quand on regarde à haute latitude, on a toujours des nuages qui sont proches et qui ont de la poussière. Donc là, il y a un petit peu de poussière, mais vous voyez, c'est ici au bord, et on a quand même choisi une région qui n'est pas gênée par les avant-plans, et ce qu'on voit dans les étoiles. Donc en résumé, je n'en dirai pas plus, puisque Florent Leclerc, tout à l'heure, va nous faire un séminaire sur Euclide, donc il va détailler tout ça. Mais en résumé, donc le principal but d'Euclide, c'est de détecter cette énergie noire, et surtout à diverses époques, puisqu'on connaît aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui c'est presque compatible avec une constante cosmologique, mais que s'est-il passé dans le passé, justement? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'un peu plus fort, un peu plus faible? Est-ce que ça a varié? Donc ces 5 tests cosmologiques qu'on a rappelés vont nous permettre de contraindre la variation. Est-ce que c'est une quintessence ou est-ce que c'est juste une constante cosmologique? Alors on sait que l'Europe est vraiment déterminant ici et que l'on va avoir un héritage, ce qu'on appelle legacy, c'est-à-dire une fois qu'au bout de 6 ans on saura ce que c'est, enfin la nature de l'énergie noire, est-ce que c'est une constante ou est-ce que ça varie, eh bien on aura quand même tous ces milliards de sources. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde les galaxies, on n'en a que quelques millions, donc ça fait 1000 fois plus. En quelques années, vous voyez que le progrès que ça va donner pour la physique des galaxies est quand même énorme. Et ça nous donne aussi des cibles pour regarder avec d'autres télescopes, comme le James Webb, qui va être à peu près contemporain, avec les télescopes au sol, comme l'ELT, c'est le grand télescope de 39 mètres de l'ESO, et puis ALMA, qui est déjà là, en millimétrique. Alors maintenant, je passe au télescope de Vera Rubin, ce fameux télescope qui est au Chili, au Cerro Pachón de Chili, qui est américain essentiellement, mais il y a des contributions françaises dessus, on va le voir. Il fait 8,4 mètres de diamètre, et sa première lumière, c'est au printemps de cette année. Donc c'est vraiment en cours, c'est en train de se développer. Il y a un champ de vue qui est presque 10 degrés carrés, donc énorme. Et qu'est-ce qu'il va voir? Eh bien, vous voyez ici en vert, la couleur ici, c'est le nombre de visites que ça va faire, parce qu'en fait, il va aller rapidement, vu qu'il veut savoir quelles sont les sources variables. Donc 90% du temps va être un relevé uniforme en vert ici, donc un nombre de visites moyen. Et puis vous voyez qu'en jaune, là, il y a des points de champ profond, où le nombre de visites sera plus grand, donc on pourra avoir plus de sensibilité. Et puis en bleu, c'est quelque chose qu'on ne va pas vraiment aller voir, c'est la Voie lactée à nouveau, l'écliptique, etc. Donc ça, on ne le fera pas, mais on le fera le vert. Donc c'est des 90% du temps qui va être dans ce relevé uniforme. Tout le ciel va être regardé en 3 à 4 nuits, tout le ciel, et on va revenir sans arrêt, avec 825 visites. Pourquoi? Parce que chaque nuit, vous allez pouvoir même regarder 2 fois au début de la nuit et même à la fin de la nuit le même objet. Donc savoir s'il y a des variations sur l'heure, sur la minute, sur les jours, les nuits, les mois, avec les années, tout ça. Ça n'a jamais été fait aussi systématiquement. Et donc on pense qu'on va découvrir des tas de choses de l'univers variable, donc le domaine temporel, qui est vraiment la cible de ce télescope, en plus de regarder tout le ciel et donc faire comme Euclide, avoir les outils d'Euclide pour avoir l'énergie noire. Donc là, évidemment, le nombre de données va être considérable. Il y aura 100 pétabytes de données, 1 milliard d'images de 16 millions de pixels et 40 milliards d'objets. Alors chaque nuit,
vous aurez des alertes. Par exemple, s'il regarde un objet qui varie beaucoup à l'intérieur de la nuit, vous pourrez avoir des supernovae. Il y aura des millions d'objets variables, soit des astéroïdes, soit des supernovae, et il y aura des alertes qui seront données à tous les autres télescopes qui pourront regarder. Ceux qui s'intéressent aux supernovae vont regarder les supernovae, ainsi de suite. Donc ça va être quelque chose de très riche pour tout le monde. Alors ici, on va observer, comme on avait vu, c'est dans l'hémisphère sud. On a vu que la bande verte était dans l'hémisphère sud, jusqu'à une déclinaison de 15 degrés. Avec ces poses-là, vous voyez le champ 10 degrés carrés, ça veut dire qu'on a 3 degrés sur 3 degrés en gros. Et la Lune fait un demi-degré, donc ça vous donne un petit peu la taille du champ. En un seul champ, il peut faire quelque chose d'énorme. Il y a donc 18 000 degrés carrés qui sont regardés, avec ces magnitudes limites qui vous donnent la sensibilité. Et puis un survey très profond où il y aura des magnitudes supplémentaires avec 10% du temps sur des champs, on a vu les petits champs jaunes qui seront sélectionnés. Donc chaque champ, une fois qu'on aura fait 10 ans, on aura 825 pauses de 30 secondes et on pourra intégrer, donc avoir ensuite une grande sensibilité. Alors vous voyez un petit peu l'image, ça donne, lorsqu'on voit la taille humaine à côté, on a l'impression, on voit un petit peu, on se rend compte un peu de la taille du télescope de 1,40 m. Et la vitesse du survey est vraiment proportionnelle à l'étendue, c'est-à-dire non seulement à la taille du télescope, mais aussi au champ. Un champ de 10 degrés, ça n'a jamais été fait, donc là on a un champ énorme et on va aller très très vite pour faire un relevé de tout le ciel avec ce champ de vue, qui est une autre façon de le mettre en fonction de la taille de la Lune. Et puis, je vous disais qu'il y a une contribution française, mais c'est justement ce filtre, cette roue à filtre que vous voyez ici. Vous voyez qu'il est possible de faire passer plusieurs filtres. Là, on a U, GR, IZ, etc. Et lorsque vous mettez vous voyez qu'Andromède ici est vu soit en rouge, soit en vert, soit selon le filtre que vous avez mis. Alors, ce filtre a été construit par les laboratoires français de l'INDP3, 5 laboratoires. Et il pèse 3 tonnes, la caméra pèse 3 tonnes. Vous voyez que la tour qui est mise pour faire le miroir secondaire, au-dessus du miroir primaire qui fait 8,4, ça vient d'être mis et ça fait 10 mètres de haut. Donc c'est quand même gigantesque. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Tous ces éléments variables. Ici, on a le temps. Alors tout ça, on ne connaît pas, c'est-à-dire tout ce qui varie très très peu, sauf les sursauts gamma, les gamma ray bursts, ici, les sursauts gamma, que l'on sait qu'ils sont très très courts, mais on ne sait pas quels sont tous les objets. Alors on connaît un peu mieux les objets qui sont les novas, les supernovas. On va en découvrir des tas, et ça c'est très intéressant puisque vous savez que les supernovae 1A sont des indicateurs de distance qui justement permettent d'aller assez loin et savoir quelle est l'expansion de l'univers, est-ce qu'elle est accélérée, à partir de quand. Donc toutes ces supernovae 1A sont un des diagnostics pour l'énergie noire, donc on va en détecter un grand nombre. Évidemment, des astéroïdes, des étoiles variables, des noyaux actifs de galaxies, des trous noirs, qui sont tellement courts qu'ils sont très variables. Ils peuvent faire quelques heures-lumière, donc on a tous ces objets qui vont être détectés dans ce survey, avec aussi les ondes gravitationnelles et les lentilles. Alors je pense maintenant à l'observatoire SKA, donc Square Kilometer Array. Alors ce que vous voyez là, c'est 2 types d'antennes. Vous en voyez une qui est en gros une parabole, avec le miroir secondaire, parce qu'il y a la parabole et le miroir primaire. Les photons se recondensent ici, et ensuite il y a beaucoup de récepteurs qui sont dans la cabine ici. Alors pourquoi ils ont l'air complètement... ils ne sont pas au milieu, vous allez me dire pourquoi ils sont à côté. Eh bien on s'est aperçu que si on le met à côté, au milieu, il y a des réflexions, des résonances entre le rayon lumineux, le primaire, secondaire, va faire des réflexions sans arrêt, et ça va nous donner des lignes de base de spectre qui sont complètement sinusoïdales. C'est connu depuis un certain temps, mais évidemment c'est plus difficile de construire des secondaires un petit peu décalés, mais lorsque vous regardez le Green Bank Telescope, par exemple, aux États-Unis, il est complètement décalé aussi. Maintenant, on n'en fait que ce genre de télescope décalé à cause de cette résonance qu'il y a entre le primaire et le secondaire. Donc ça, c'est la partie haute fréquence, ou longueur d'onde de quelques centimètres.
Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir une surface qui détecte une longueur d'onde, il faut qu'elle soit bonne, la qualité de la surface soit bonne à 1/4 de la longueur d'onde, donc plus petit que centimètre, millimètre, et donc ça fait des paraboles. Par contre, vous avez aussi un autre instrument ici, à très très basse fréquence. Lorsque la longueur d'onde est métrique ou 10 mètres, évidemment, ça ne sert à rien de faire une parabole, vu que la parabole a la taille de la longueur d'onde. Donc ce qui est nécessaire, c'est de faire juste un dipôle. Un dipôle et un grand nombre de dipôles. Ici, vous avez des petits sapins de Noël, en quelque sorte. Ça, c'est une station qui va être mise en Australie, de basse fréquence. Donc, longueur d'onde métrique, vous aurez 512 stations, on va le voir. Alors ces télescopes, c'est pas comme l'espace où on lance et puis tout y est. Là, c'est quelque chose qui est en train de se construire progressivement. On a déjà plus que 70 antennes en Afrique du Sud. Et il y a un télescope qui s'appelle MIRCAT, qui est le précurseur, donc, et qui a fait ce genre d'image. Alors, vous voyez, ça, c'est le centre de la galaxie, le centre de la Voie lactée, où on a le trou noir central par ici. Et on a une couleur qui donne le spectre du continuum, parce que ça, c'est que du continuum, de l'énergie il n'y a pas de raies, si vous voulez. Et on peut regarder à plusieurs fréquences, bien sûr. Et la couleur rouge, c'est lorsque le spectre est très pentu. C'est-à-dire que les basses fréquences sont plus grandes que les petites fréquences. Et puis, lorsque c'est bleu, ça veut dire que c'est plat, pratiquement, ou même inversé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électrons qui émettent, c'est l'énergie synchrotron qui est émise ici. L'énergie synchrotron, c'est les électrons relativistes qui tournent dans un champ magnétique. Lorsque la source a émis ces électrons, ils ont un spectre presque plat, pas encore complètement pentu, donc c'est très bleu. Donc ça, c'est très jeune. Le bleu est très jeune, en fait. Et puis, ce qui est rouge, ça veut dire que ce sont les électrons les plus énergiques qui perdent de l'énergie. Et donc, la pente s'accentue. Donc, lorsque vous avez quelque chose de rouge, ça veut dire que c'est plus vieux. Alors, ce que vous avez là, c'est une supernovae, une boule de supernovae. Et dans la boule de supernovae, il y a les électrons relativistes qui émettent cette énergie synchrotron. Ici, c'est le trou noir. Et ici, vous avez des électrons qui sont pris dans le champ magnétique qui est perpendiculaire au plan de la Voie lactée. Donc, vous avez des lignes de champ très fines. Donc, vous voyez, c'est ce télescope qui est un des meilleurs maintenant actuellement dans le domaine radio, permet de faire énormément de choses. Alors, le SKA, pour l'instant, il y a 10 pays qui sont membres et qui financent. Certains vont peut-être joindre plus tard, mais il y a 10 pays membres et qui sont en bleu. Alors, vous voyez, ici, c'est le Canada, l'Europe, vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez l'Australie, l'Afrique du Sud. Vous n'avez pas les États-Unis. Vous pouvez me dire pourquoi les États-Unis ne sont pas là. Eh bien, parce que eux, ils avaient déjà le Very Large Array, VLA, et ils ont décidé de ne pas mettre leur budget dans le SKA, ce qui, à mon avis, est un mauvais choix, mais enfin, ils ont préféré remettre doubler ou tripler leur VLA en une nouvelle génération VLA qui s'appelle NGVLA et qui ne sera pas aussi performante que le SKA lorsqu'il sera complètement terminé, mais au moins il sera dans l'hémisphère nord. Ici, le SKA sera que l'hémisphère sud, donc ça va quand même nous aider à cartographier l'hémisphère nord dans ces longueurs d'onde. Vous voyez que c'est quand même un télescope mondial, où on a même la Chine qui d'habitude ne participait pas, et il y a aussi des pays africains qui sont associés, donc comme le Botswana, le Mauritius, Madagascar, vous avez aussi le Ghana, vous avez le Kenya, Mozambique, etc. Donc ils sont associés. Donc là, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que la science arrive en Afrique et ça permet d'encourager la science dans ces pays. Alors, le domaine de la radioastronomie, pourquoi? Ce que vous voyez, c'est le grand domaine de fréquence. Ici, les hautes fréquences, qui sont les rayons gamma et les rayons X, il n'y a pas du tout de transmission. Pour aller observer ce genre de rayonnement, il faut aller en satellite. Heureusement d'ailleurs, puisque l'atmosphère coupe les rayons gamma et les rayons X, qui seraient très préjudiciables à la vie sur Terre. Donc déjà, c'est pas mal. Ce qu'on voit et qui vraiment qui passe, c'est le rayonnement optique. Donc l'homme a été fait pour regarder le rayonnement optique, c'est pas pour rien. Donc vous avez du rouge au bleu, le rayonnement optique passe complètement. Après vous avez le proche infrarouge qui passe pas très bien, il y a des raies du ciel et il vaut mieux aller dans l'espace justement. Et puis l'infrarouge lointain, on a lancé Herschel qui est complètement passé pas du tout. Et puis il y a une grande plage qui passe beaucoup et c'est la radio. Alors la radio, vous voyez qu'elle est très grande
il y a des ondes centimétriques. La principale qui a été observée énormément, c'est l'arrêt à 21 cm de l'atome d'hydrogène. Alors pourquoi? Parce que l'atome d'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant de l'univers. Ça permet de cartographier tous les objets. Cette raie à 21 cm, c'est la raie hyper fine qui a été découverte en 1951. Avant, on ne la connaissait pas. Il faut dire que c'est une raie interdite au laboratoire. Le coefficient d'Einstein est très grand, c'est-à-dire qu'il faut attendre 1 million d'années avant d'avoir une désintégration. Donc on ne peut le voir que dans l'espace, vu que là, il y a tellement d'atomes d'hydrogène sur une de visée que vous en avez un grand nombre et vous pouvez cartographier. Donc ce domaine, évidemment, il est quand même envahi par les télécommunications, par le commerce, l'observation de la Terre, etc. Donc vous avez énormément d'interférences radio. Par contre, autour de 21 cm, vous avez une zone protégée pour les astronomes. Donc autour de 21, et un petit peu entre 18 et 21, parce que 18, c'est la raie de OH aussi. Alors on s'est contenté de cette raie protégée, mais aujourd'hui, c'est plus vrai, parce que maintenant, on regarde très loin dans l'espace et on sait que les objets, il y a une dilatation de l'espace, l'expansion de l'univers, qui fait que les raies qui nous arrivent des sources lointaines sont décalées vers le rouge. Et on va sortir de ce domaine protégé et maintenant on arrive à des tas de fréquences qui ne sont plus protégées du tout, d'où il faut des systèmes, des algorithmes qui, lorsqu'on a des interférences, les enlèvent. Alors, ce qui est bien, c'est que ces interférences, elles sont assez ponctuelles, elles ne durent pas en continu. Donc il faut remettre sur disque, mettre ces données avec une fréquence très grande, par exemple la seconde ou moins que la seconde. À ce moment-là, vous pouvez enlever les interférences si elles font moins que la seconde et vous avez tout le reste du temps. Ce ne serait pas du tout réaliste d'observer pendant une demi-heure ou 1 heure. S'il y a une interférence au milieu, votre demi-heure est fichue. Donc c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on a une cadence pour mettre sur disque qui est très très élevée. Et puis, ce que vous voyez là, le spectre radio, donc c'est ce qu'on va observer avec SKA. Au-delà, vous avez l'ionosphère qui interdit aussi de regarder les ondes plus grandes que 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres, etc. On s'en sert d'ailleurs sur Terre avec les sous-marins, par exemple, pour réfléchir sur l'ionosphère et faire des transmissions sur Terre, mais on ne peut pas voir, il faut aller dans l'espace pour regarder ces longueurs d'onde-là. Alors, l'ennui de ces longueurs d'onde radio, qui sont quand même grandes, centimètres, mètres, c'est que le lobe, la diffraction est très... alors j'avais écrit ici la taille pour un 100 mètres, par exemple le télescope de 100 mètres de Effelsberg, près de Bonn, à 21 cm, il a une résolution de 8 minutes d'arc. Donc vous voyez que c'est très très peu par rapport à la seconde d'arc optique. À Nancy, on a aussi 4 minutes d'arc avec le grand télescope. Et donc on fait beaucoup moins d'antennes uniques. En fait, il y avait une antenne unique qui était à Recibo, près de Porto Rico. Et donc c'était le plus grand télescope jusqu'à récemment. En 2020, il a été détruit. En fait, on l'a pas entretenu. En fait, c'était voulu parce que c'était un télescope d'ancienne génération. Et donc il y avait ces tours-là supportaient un secondaire qui se trouvait là. Et donc on a laissé le secondaire tomber sur le télescope. Donc tout a été complètement détruit. Mais on pensait qu'il y a la suite qui suit. Il y a un 500 mètres qui a été construit en Chine, qui est une partie du SKA, justement de la contribution chinoise, qui fait déjà 0,2 km² et qui est aussi, un petit peu comme à Recibo, utilise un relief naturel, une vallée entre des montagnes. Et là-dessus, il y a aussi des tours, c'est un peu pareil, qui les câbles tiennent un secondaire et on peut suivre une source, même si le primaire ne bouge pas, on suit une source pendant 1 heure ou 2. Et puis, il y a des interféromètres. Alors c'est là qu'on va, avec SKA, on va travailler. Alors, ce qu'il y avait avant SKA, c'était quoi? Par exemple, il y avait à Westerbork, près de Groningen en Hollande, il y avait déjà 14 paraboles, ici, que vous voyez, qui a fait énormément de galaxies à 21 cm. C'est là qu'on a appris beaucoup la matière noire des galaxies. Le VLA, justement, dans le Nouveau-Mexique, dans le désert du Nouveau-Mexique, qu'ils vont maintenant doubler ou tripler. Il y a aussi le GMRT, qui est le Giant Meter Radio Telescope en indien, donc quelque chose qui est à basse fréquence. Vous voyez que la surface, c'est une grille, en fait, parce que c'est des longueurs d'onde métriques, donc on n'a pas besoin d'avoir une surface pleine.
Et puis, il y a des ondes millimétriques. Ici, c'est le plateau de Bure que vous avez près de Grenoble, qui à l'époque faisait 6 antennes, maintenant il y en a 12 antennes. Donc c'est quand même une surface le double. Et puis ALMA, le plus grand télescope millimétrique, c'est au Chili, à 5500 mètres d'altitude, et qui a 64 antennes ici, et un petit à Hawaï. Alors, que va faire SKA maintenant? Donc il y a deux gammes de fréquences, ce qu'on appelle la moyenne, mid, et puis ensuite low, la basse fréquence. Il y aura aussi une un peu plus haute plus tard. Donc à moyenne, où est-ce que ça va se passer? C'est donc en Afrique du Sud, ici, dans le désert du Karoo. Il y a déjà, ça c'est une vraie photo, il y a déjà un grand nombre d'antennes déjà ici. Il y en aura à peu près 200 au total. Cette étape-là sera terminée en 2028. On est déjà en 2025, vous voyez que ça va aller vite. Pour l'instant, on a 70 antennes à peu près, il y en aura 200. La ligne de base qui est entre la plus grande ligne de base, ce sera 150 km. Donc on va pouvoir avoir une grande résolution. Et le grand problème de ce télescope, c'est pas tant la réalisation, puisque la réalisation est relativement aisée, mais c'est le nombre de données qui va sortir de là. On va avoir à peu près 10 terabits par seconde. Ça, on ne sait pas encore bien le traiter, mais on espère qu'en 2028, on va le savoir. Alors c'est un survey qui va être augmenté par rapport au télescope qu'on a aujourd'hui d'un facteur 60. Et puis la basse fréquence ici, en Australie, donc dans l'ouest de l'Australie ici, où on aura 131 000 antennes. Alors ces antennes, c'est un peu des sapins de Noël, comme vous voyez ici. Ici, c'est une station, elle est déjà construite en Australie, dans le désert ici. Et il y aura 512 stations avec toutes ces petites antennes pour en faire 131 000. La surface totale sera déjà presque la moitié du kilomètre carré, donc du million de mètres carrés qu'on voudrait pour SKA. Et là aussi, ce sera quelque chose qui est presque une dizaine de terabits par seconde. Il y a une vitesse de survey qui est de 135 fois ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment un progrès énorme. Alors pour cela, pour montrer pourquoi c'est une révolution, ce genre de basse fréquence, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu comment on fait une interférométrie. Vous voyez ici une station avec tous ces arbres de Noël. C'est un petit peu des dipôles, une série de dipôles. Alors, si jamais on a des paraboles, l'interféromètre classique, on a deux paraboles, et on regarde un signal qui nous vient de cette direction-là. Alors, comme il est à l'infini, quasiment, il est tellement loin qu'il est à l'infini, les rayons lumineux arrivent parallèles, et on a un front d'onde perpendiculaire à ces rayons lumineux, où il n'y a pas de différence de phase entre ces deux, puisqu'ils viennent exactement de la même source, ils sont en phase. Par contre, on voit que cette antenne-là a un déphasage, et ce déphasage il est égal à la ligne de base B, cosinus de θ, la direction dans laquelle on regarde. Et lorsqu'on fait une corrélation entre ces deux, c'est justement ça qu'on va voir, le déphasage, les sinusoïdes, l'interférence entre ces deux signaux. Alors vous voyez que θ, c'est vraiment la direction dans laquelle on regarde. Là, on va avoir des télescopes qui ne bougent pas. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde tout le ciel. Chaque télescope, j'ai mis le petit carré bleu, c'est un télescope, c'est un arbre de Noël, là, comme ça. Là, ce télescope, il voit 180 degrés. Alors, il peut regarder ça, il peut regarder ça, il peut regarder ça. Ce qu'on va faire, c'est, puisqu'il ne bouge pas, on va prendre la différence de phase, on va la mettre de façon électronique. Donc, on va prendre le signal de A, le signal de B, et on va créer la différence de phase électronique. Alors, si vous prenez la différence de phase en cosinus θ, on va créer la direction dans laquelle on regarde. Donc, on peut regarder ici, on mettra la différence de phase d'un θ, on va regarder ici. Si on met 0, on va regarder là-bas, etc. Donc, vous voyez qu'on reconstruit sa direction d'observation et on peut regarder avec le même télescope plusieurs directions à la fois. Alors, évidemment, il faut quand même qu'il y ait des autocorrélateurs et des détecteurs derrière, avec le coût que ça apporte, puisque finalement, c'est là que ça va être le coût, en fait, l'électronique derrière. On pense qu'avec SKA, on va pouvoir observer dans 8 directions différentes en même temps. Donc, si vous voulez, ça rentabilise le télescope qui peut faire 8 observations simultanées avec le même télescope. Alors, comment on va faire ça? Alors, ici, on le fait déjà d'ailleurs, puisqu'on a un précurseur qui s'appelle LOFAR, qui est un réseau européen à basse fréquence, où les stations, ici, il y a une station avec plein d'antennes, vous voyez les petites antennes ici. Ça n'a pas la même forme que l'arbre de Noël, là c'est plutôt quelque chose d'un peu plus plat,
mais il y en a un certain nombre qui est, le centre est en Hollande, ici. Vous en avez à Nancy. Nancy, vous avez le grand télescope de 300 mètres, mais vous avez aussi la station LOFAR. Et vous avez en Hollande, en Angleterre, etc. Donc l'Europe a construit un télescope précurseur de SKA pour justement expérimenter cette observation en reconstruction du lobe d'observation. Alors voilà comment ça marche. Vous avez chaque petite antenne qui regarde tout le ciel, ça c'est le champ de vue d'une petite antenne. Et puis vous allez le faire interférer avec cet ordinateur, vous allez calculer les déphasages que vous avez entre les signaux pour chaque antenne. Donc si je prends un déphasage de cette direction-là, avec cet état, je vais observer dans cette direction. Ou alors dans cette direction, j'en ai mis ici que 2, mais il y en aura peut-être 8, si vous voulez. Donc vous pouvez, c'est ce qu'on appelle le beamforming, c'est-à-dire vous construisez votre direction d'observation, votre lobe d'observation. Donc une fois qu'on a construit ces lobes d'observation, bon, c'est encore un angle assez grand, c'est un champ de vue assez grand. À ce moment-là, vous allez faire interférer les stations entre elles. Alors, les stations peuvent être à une ligne de base assez grande, 50, 100 km, et donc vous allez maintenant reprendre ces déphasages-là. Et ce que vous allez avoir, vous voyez, dans chaque champ, vous allez avoir des beams, des lobes qui sont reconstruits et qui ont beaucoup de résolution. Donc c'est la résolution de la grande base qui va nous intéresser. Ça va pouvoir être de l'ordre de la seconde d'arc. Donc c'est ça qui est un petit peu résumé ici. Vous voyez que le champ de vue d'un dipôle, c'est le bleu, 180 degrés. Puis vous construisez vos lobes grâce à l'ordinateur à côté. Construisez, vous savez dans quelle direction vous observez. Et ensuite, vous faites l'interférence des diverses stations et vous avez une résolution qui va être de l'ordre de la taille de l'angle rouge ici. Donc ça, tout ça, c'est évidemment beaucoup de calculs. Il faut mettre les données sur disque très rapidement pour combattre les interférences radio, des signaux radio dus à n'importe quoi autour, les smartphones, etc. Et vous aurez 500 pétabytes à l'heure. Ou bien alors 10 exabytes, les pétabytes c'est 10 puissance 15, exabytes 10 puissance 18, et vous avez zettabytes, qui sont des millions de pétabytes. C'est énorme. Énorme. Alors, ça va être égal au trafic mondial d'Internet aujourd'hui. Bon, on ne sait pas encore faire. Mais on pense qu'en 2028, on va commencer à savoir faire parce que les ordinateurs, ça progresse énormément. Alors évidemment, si vous faites cette observation, on réduit en temps réel, on enlève, on nettoie les interférences et on réduit en temps réel les données. Et puis, si jamais on a mal réduit et qu'on veut recommencer, il vaut mieux recommencer l'observation plutôt que de reprendre parce qu'on n'aura jamais les données brutes sur disque, c'est pas possible. Alors ici, un petit exemple de ce qu'on fait avec LOFAR. Vous voyez, là, vous avez un G-radio, et puis, lorsqu'on a fait l'interférence avec toutes les stations qu'il y a en Europe, avec LOFAR, eh bien, on est tombé à la seconde d'arc, ici. Inférieur à la seconde d'arc, c'est-à-dire qu'on a plus de résolution que l'optique en radio, ce qui est bien, parce qu'on a la grande ligne de base entre, par exemple, Paris, Nancy et puis la Hollande. Donc, on a la forme des G-radios qui n'était pas vue auparavant parce qu'on n'avait pas de résolution. D'autres exemples sont par exemple Messier 87, qui est la galaxie du centre de l'amas de la Vierge. Alors ici, c'est une image de LOFAR aussi. Vous faites un zoom au centre, on sait qu'il y a un trou noir de 6 milliards de masses solaires au centre, et puis un G-radio, là, un G-synchrotron qui en va d'un côté, c'est beaucoup plus ciblé d'un côté parce que c'est relativiste. Et puis, ça s'est fait avec le VLA, et ensuite ici, une plus grande ligne de base. Vous faites un zoom au centre, vous voyez que le G, en fait, il n'est pas tout droit, et en fait, c'est un cône, et on voit bien les bords du cône ici. Donc, ça fait plutôt les deux parois que vous voyez ici. Et puis, lorsqu'on a vraiment un télescope qui est constitué de radiotélescopes partout dans le globe, au Japon, au Chili, en Europe, etc., vous avez ce qu'on appelle le Event Horizon Telescope, qui a déjà fait une première, c'est-à-dire qu'il a montré l'image de l'ombre du trou noir qu'il y a au centre de Messier 87. Vous le voyez ici, au centre ici, le zoom, avec une résolution de 20 micro-arcsecondes. Alors qu'est-ce qu'on voit ici en fait? Pourquoi on voit l'ombre du trou noir? C'est qu'il y a du gaz. Ce qui est jaune ici, c'est une fausse couleur évidemment, puisque c'est de la radio. Et vous voyez du gaz ionisé qui tourne autour du trou noir. Alors évidemment, il y a de la lumière partout, mais le trou noir absorbe toute la lumière qui ne peut pas ressortir. Donc c'est pour ça que vous voyez une ombre. En fait, c'est le trou noir qui avale. Et
Et ça, on sait que c'est à peu près 2 fois l'horizon du trou noir. Donc on arrive près de l'horizon. L'horizon, c'est le rayon autour duquel la vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière, donc plus rien ne pourra sortir. Et donc là, on voit bien qu'on est arrivé au trou noir. Alors il y a d'autres galaxies qui ont été vues, par exemple Perseus, dans les maths Persée aussi. Encore une fois, on a un G on le voit, qui est creux, en fait, c'est un cône. Et puis celui de Sainte-Rusa, qui est une galaxie bien plus proche que Messier 87, mais on ne voit pas l'ombre du trou noir. Alors pourquoi? Parce que le trou noir, il est tout petit, enfin plus petit. Il fait quand même 60 millions de masses solaires, mais ce n'est pas 6 milliards. Donc ça veut dire que, comme le rayon de l'horizon est proportionnel à la masse, eh bien, si on voulait voir l'ombre du trou noir ici, il faudrait avoir 100 fois plus de résolution, et on ne les a pas. Donc ce qu'on voit, c'est le G, mais on ne voit pas l'ombre du trou noir. Donc la science qu'on va faire avec SCA, alors l'énergie sombre, bien sûr. Alors pourquoi on aura exactement les mêmes outils que j'ai décrits pour Euclide, c'est-à-dire les ondes acoustiques baryoniques? Pourquoi? Parce qu'on va regarder aussi, en remontant dans le temps, on va regarder des milliards d'objets, des milliards de galaxies, et on va aussi avoir des lentilles gravitationnelles, on va avoir aussi tous les outils que j'ai déjà dit, mais cette fois-ci, vous allez me dire pourquoi on le double. En fait, ça va être complémentaire à Euclide, puisque les galaxies ne seront pas les mêmes. Avec Euclide, on va regarder des galaxies qui sont visibles, infrarouges, dans des galaxies optiques assez grosses, massives, qui sont dans les amas de galaxies. Dans les amas de galaxies, il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas de spirale avec beaucoup de gaz, donc il n'y a pas d'hydrogène neutre, atomique, à 21 cm de longueur d'onde. Par contre, les galaxies qu'on va voir avec SCA, ce sont les galaxies spirales qui sont en dehors des amas. Donc on va faire les mêmes diagnostics, mais avec quelque chose qui est complémentaire. Donc si par exemple Euclide est biaisé parce qu'il ne regarde que les amas, on pourra enlever les biais et savoir exactement si l'énergie noire elle varie ou pas, et si c'est dû aux biais. Donc c'est vraiment important d'avoir un élément radio et optique pour regarder des galaxies différentes avec les mêmes diagnostics. Donc ça, c'est un point très très important. Évidemment, la matière noire aussi dans l'univers, puisque quand on regarde une galaxie, optiquement, une galaxie comme la Voie lactée, qui est assez massive, lorsqu'on regarde la galaxie optique, il y a très peu de matière invisible dans la galaxie jusqu'au Soleil. Surtout, la galaxie, c'est comme la matière noire, c'est comme un halo autour des galaxies spirales, et donc il faut avoir le gaz hydrogène atomique qui va 4 fois plus loin que l'optique et qui permet d'échantillonner ces halos. Donc ça, on peut le faire aujourd'hui localement. C'est comme ça qu'on a détecté tous ces halos de matière noire autour des galaxies. Mais avec SKA, on pourra détecter le 21 cm. Tous les halos seront échantillonnés grâce à SKA à des redshifts un peu plus grands. Donc ça, on saura si, par exemple, la matière noire elle était différente au début de l'univers qu'aujourd'hui. On va pouvoir aussi regarder la rayonisation de l'univers. On sait que dans le premier milliard d'années, il y avait très peu de formation d'étoiles. Enfin, ça a commencé. Donc, lorsque, après la première surface la dernière surface de diffusion, les atomes sont créés à partir des ions protons et électrons, tout l'espace intergalaxie était rempli d'hydrogène atomique. C'était du gaz qu'on appelle noir, il n'y rayonnait pas. Et puis, peu à peu, on va le rayoniser. Alors, rayoniser avec quoi? Avec des galaxies et des étoiles qui vont faire de l'UV. Mais pour le savoir, il faut avoir l'arrêt de 21 cm de l'hydrogène atomique. Et ça, on ne l'aura qu'avec SKA. Alors, comme c'est quelque chose qui est un redshift de 9 ou 10, on ne va pas le voir à 21 cm, mais on va le voir à 2 mètres de longueur d'onde. Donc ça, c'est le SKA Low en Australie qui va pouvoir faire cette découverte qu'on n'a pas encore vue. Hein, le gaz H1, à cette époque-là, on ne l'a pas encore vu. Bon, on aura plein de galaxies et puis aussi de pulsars. Les pulsars qui sont des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc j'en dirai moins ici puisque ça sort un peu du domaine de l'énergie noire. Donc quand on regarde SKA, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Puisqu'on se prépare. Si ça arrive en 2028, il faut vraiment se préparer. Vous voyez ici le 14 groupes de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a de la cosmologie, de l'énergie noire, il y a aussi des galaxies, il y a des OGN, il y a des ondes gravitationnelles, il y a des pulsars, etc. Et étant donné que SK a un champ très grand, à chaque fois qu'on regardera un champ, on fera énormément de sciences, pas seulement de la cosmologie, mais aussi des galaxies, aussi des planètes, etc. Donc ça permet de faire d'observer en programmes clés qui serviront à beaucoup d'astronomes qui travaillent dans des sujets différents.
Donc là, il y a 14 groupes de travail qui sont en train de préparer ces programmes clés qui pourront être lancés en 2028 et au-delà. Et puis, le télescope est aussi polyvalent, c'est-à-dire que vous pourrez aussi faire des propositions. Vous avez une idée tout d'un coup sur un objet, un petit groupe pourra faire des propositions, je vais observer cet objet pendant quelques temps, et ça marchera aussi. Il n'y aura pas que des programmes clés qui observeront tout le ciel. Alors pour donner une petite idée jusqu'où on va aller, alors ici on a SKA sur Terre, hein. Là en fait c'était pour comparer avec Hubble, et puis on remonte le temps, ici c'est les galaxies qui sont formées, ici on voit qu'il y avait le Big Bang, et puis l'âge sombre, qu'on va regarder aussi avec le H1, les premières étoiles qui vont rayonner, et pour les galaxies, on va le voir avec la première étape de SKA, il y a SKA1 et SKA2, on va le voir ici, donc à des redshifts de 1 ou 2, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, qu'on n'a pas assez de sensibilité, donc on va vraiment aller très loin, remonter le temps dans l'univers, alors qu'aujourd'hui, on n'est que jusqu'à z égale 0,1, 0,2, c'est-à-dire ici. Alors, à nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ces fameuses BAO, donc on a déjà dit quelque chose les fois précédentes. Hein. Vous savez que c'est ce pic-là d'oscillation baryonique, hein, qu'on voit à 1 degré dans le ciel de Planck, qui correspond à la plus grande taille qu'a pu parcourir le son, les ondes sonores, et qui vont être gelées et former une structure caractéristique dans le spectre de puissance des galaxies et qui va nous donner l'expansion de l'univers. Alors, est-ce que on peut comparer les divers instruments, hein, le champ que va faire SKA, ici c'est le volume, ou bien le champ en gigaparsec cube. Vous voyez que pour l'instant, ce qu'on a fait, ce qu'on a décrit dans les autres séances, c'était le Sloan. Il y avait le baryonique oscillation du Sloan, le BOSS. Et vous voyez, le volume que l'on avait couvert n'était pas grand-chose. Ici, Euclide. Ici, lorsqu'on aura le SKA complet, le SKA2, plus tard, on pourra regarder galaxie par galaxie. Ça va prendre beaucoup de temps, c'est pour ça que le volume est plus petit. Mais déjà, avec la première étape de SKA, ce qu'on va faire, c'est, on ne va pas regarder galaxie par galaxie, on va faire une carte d'intensité. C'est-à-dire, on va regarder avec le grand champ, avec une longueur d'onde donnée qui sera exactement 21 cm redshifté d'une certaine grandeur. Donc, si on regarde à une fréquence donnée, on a une époque donnée. Donc, on va regarder le spectre de puissance de la carte d'intensité de radio à cette époque-là. Et donc, on aura énormément de volume. Donc, c'est ça qui va donner un échantillon énorme sur ces fameuses BAO. Alors, par exemple, là, ça compare un peu les intensités, les sensibilités de tous les télescopes. Aujourd'hui, on est à peu près au VLA. Et puis, vous voyez qu'il y a ALMA ici, le SK1, SK2, et puis le nouveau VLA que vont construire les Américains ici. Et en dernier lieu, lorsqu'on aura vraiment tout le SKA, c'est l'erreur que nous aurons sur l'énergie noire, qui est le W0 et le WA, dont on a parlé la dernière fois. Alors, si c'est un lambda CDN, c'est-à-dire une constante cosmologique, on devrait trouver -1 et 0 ici. Donc, c'est ce qu'on a simulé ici. Vous voyez que les barres d'erreur seront les meilleures avec SKA2, mais entre-temps, ce sera Euclide et puis SKA1. Alors, est-ce qu'on pourra dire quelque chose sur le fameux défi de H0, dont on a parlé la dernière fois aussi, hein, vous vous souvenez que c'était la constante de Hubble-Lemaitre qui n'est pas la même lorsqu'on mesure les céphéides et les supernovae que lorsqu'on mesure Planck. Eh bien oui, parce que SKA pourra détecter des masers. Alors les masers, on en a détecté quelques-uns déjà, il y en a peut-être une vingtaine aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ce sont comme des lasers, mais en micro-ondes. Donc c'est des énergies stimulées, des rayonnements stimulés, qui sont dus à alors ici c'est H2O, c'est une molécule d'eau, la vapeur d'eau, qui est autour d'un trou noir. Vraiment, dans le disque d'accrétion autour du trou noir, vous avez de la vapeur d'eau, qui, lorsque vous avez une grande colonne densité d'eau, là, il est vu par la tranche, donc on voit une grande quantité d'eau, eh bien, l'émission est stimulée, elle est très très forte. Alors, cette émission très forte vous permet de faire de la haute résolution, de la grande ligne de base, et donc d'avoir des micro-arcs-secondes de résolution. À ce moment-là, vous voyez de l'eau qui tourne, vous avez le spectre de l'eau, vous pouvez mesurer la vitesse Doppler, et vous savez à quelle vitesse elle tourne. À ce moment-là, vous avez la distance, puisque vous avez la taille de l'objet, vous avez la distance
de l'objet avec une très très grande précision, et ça vous donne H0, avec une méthode qui est complètement différente de celle des supernovae et de Planck. Donc ça permettra de trancher entre tous ces mystères sur le H0. Alors pour la réionisation, personne ne l'a observé encore, c'est ce qui est simulé ici. Donc vous avez ici le Big Bang et puis l'époque sombre, où on n'a que de l'hydrogène atomique sombre, et puis ensuite il va y avoir des étoiles qui se forment, qui vont rayoniser progressivement, et aujourd'hui on est complètement rayonisé. La fin de la rayonisation, c'est 1 milliard d'années après le Big Bang, donc c'est quand même tout proche du Big Bang. Et ce qu'on attend en fait à observer, lorsque le rayonnement du fond cosmologique descend comme 1 plus Z, puisqu'en fait il est juste dû à la dilatation de l'univers, en fait le gaz, lui, il descend en 1 plus Z2. Donc le gaz devient plus froid dans l'expansion. Donc finalement, si on pouvait le détecter, on aurait une absorption. C'est ça l'absorption du gaz H1 devant le fond continuum. Alors pourquoi on le voit ici? Parce que le gaz est très dense au début de l'expansion, il est très dense, et donc la température cinétique est égale à la température d'excitation des deux raies du 21 cm. Et à ce moment-là, on a une absorption. Et ça, on espère le détecter avec SKA. Et puis, au fur et à mesure de l'expansion, le gaz devient plus diffus et les collisions ne sont pas suffisantes. Donc finalement, on a une excitation qui est exactement égale au rayonnement. Donc il n'y a plus d'absorption. Puis, à nouveau, lorsqu'il y a des étoiles qui se forment, alors des UV, l'atome d'hydrogène est excité par la raie de Lyman alpha, cette fois-ci la raie UV, et puis que ça retombe sur le niveau hyper fin, et on peut à nouveau voir de l'absorption. Puis quand il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles, alors là, on verra de l'émission. Vous voyez, tout ça, on aimerait bien le voir, et on ne l'a pas encore vu, mais avec SKA, on va le voir. Alors, ce qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est avec le James Webb, et on commence à comprendre quelles sont les galaxies qui rayonisent l'univers. Au départ, lorsqu'on n'avait que le HST, on avait le nombre de galaxies en fonction du redshift, et on voyait qu'il n'y avait plus de galaxies du tout, et on se demandait quelles sont les galaxies qui vont rayoniser l'univers. En fait, maintenant, on en voit beaucoup plus. Alors pourquoi? Parce que le James Webb, lui, il va dans l'infrarouge, et il suit le rougissement des galaxies lorsqu'on est très très loin, et donc on en voit beaucoup plus. Aujourd'hui, le phénomène rayonisation, il est mieux compris parce qu'on en a vu les galaxies qui rayonisaient l'univers. Alors ce qu'on fera aussi avec SKA, c'est le relevé de continuum, pas seulement la raie à 21 cm, le continuum qui est dû au synchrotron. Alors c'est une simulation de ce qu'on va voir. Alors on va voir des jets radio, qui sont les jets avec 2 lobes, par exemple, tout ce qui est en vert, c'est des jets radio. Il y en a de 2 sortes, il y en a de très abondants qui sont les FR1, je ne rentre pas dans les détails, FR2 en rouge, et puis le blanc, ce sont les galaxies. Il n'y a pas de trou noir actif dans ces galaxies, mais il y a juste la formation d'étoiles, et donc des supernovae, et ces supernovae émettent des synchrotrons aussi, qui sont toutes les petites galaxies en bleu. Donc vous voyez, il y a énormément de sources que l'on va voir, et avec ça, on va pouvoir avoir des lentilles gravitationnelles, et faire exactement le même outil, soit cisaillement gravitationnel, soit lentilles fortes, qui vont nous permettre de mieux comprendre l'énergie noire et la matière noire. Alors je montre encore quelques images faites avec l'OFAR, qui est le précurseur de SKA, mais à 2 mètres de longueur d'onde. Vous voyez que tout le vert, là, c'est le fond. Il y a plein de sources, mais on ne les voit pas tellement il y en a. Il faut faire un zoom. Par exemple, un zoom sur cette source, ça donne cette image-là. C'est un jet radio qui est très perturbé, sans doute par l'interaction avec le fond de l'amas. Cette source-là, quand vous faites un zoom ici, là, vous avez un zoom sur un amas de galaxies qui vous donne des reliques. En fait, ça, c'est très drôle. Il y a des formes très bizarres qui sont dues à des chocs. Lorsque 2 amas entrent en collision, il y a des chocs, beaucoup d'énergie, qui régénèrent les électrons relativistes qui sont dus à un vieux noyau actif qui est maintenant éteint. Les électrons sont mis en jouvence, si vous voulez, et donc on voit toute cette émission synchrotron avec des formes curieuses qui sont dues à la fusion entre les 2 amas. Et ce qu'on a vu aussi avec l'OFAR, c'est des détails assez importants. Il y a l'OFAR et aussi MIRCAT. Et vous voyez, les jets sont maintenant résolus en plusieurs filaments. Il y a des filaments un peu plus vieux que d'autres. On voit qu'il y a une certaine histoire. On dirait que la galaxie est en train de bouger dans l'amas et qu'elle a émis un certain radio, qu'elle est en train de... Enfin, on la voit bouger en quelque sorte. Donc il y a énormément
de sources nouvelles qu'on est en train de découvrir avec ces instruments-là. Alors pour la matière noire, on va avoir plusieurs sensibilités. Avec SCA, on aura soit un grand champ et on n'arrivera que jusqu'à 0,2, 0,3, soit intermédiaire en vert, soit en rouge. Vous voyez qu'on va pouvoir avoir jusqu'à z égale 1 des courbes de rotation de galaxies et la distribution de la matière noire dans les galaxies au début, dans la première moitié de l'âge de l'univers, ce qui va être très intéressant pour connaître l'histoire de la matière noire. Il y a aussi une grande station qui s'appelle Nénuphar à Nancy, qui a été construite un petit peu comme l'OFAR, et à très basse longueur d'onde, vous voyez un peu les antennes, et c'est actuellement la plus grande surface à ces longueurs d'onde-là d'Europe. Donc ça, c'est à mentionner. Donc ça, c'est au cœur de la France, ici, à Nancy. Et puis, quelques belles images aussi de Meerkat. On voit mieux le centre de la galaxie et aussi les supernovae, les noyaux actifs de galaxies, le centre qui a des arcs, qui sont des arcs dus au champ magnétique. Donc tout ça, c'est relativement spectaculaire. Donc si je résume un peu, on va avoir avec SCA la cosmologie, toute l'énergie noire, un petit peu comme Euclide, avec tous les mêmes outils, mais en plus, on aura l'époque d'organisation, on aura les pulsars qui vont faire les ondes gravitationnelles, les galaxies proches, et on aura aussi avec LSST, j'ai dit, le domaine temporel. C'est-à-dire, ici, on a la sensibilité, vous voyez tous les instruments ici anciens, et le SKA est en tout en haut, c'est-à-dire avec une grande sensibilité pour des phénomènes qui sont fréquents ou rares, etc. Donc SCA et LSST pourront faire le domaine temporel de l'astronomie. On va détecter par exemple 5 sursauts radio rapides qui sont normalement rares par jour. Donc ça nous permettra de mieux connaître ces objets qui sont sans doute des étoiles à neutrons ou des magnétars. Et en fait, je terminerai par là, le traitement des données va être gigantesque. Et c'est là qu'on va devoir faire des progrès énormes. Et c'est là qu'est le coût de l'instrument, en fait. Il est là. C'est les ordinateurs qu'il va falloir mettre, aussi les fibres optiques, l'électronique. Là, on a vu qu'il y aurait des exabytes par heure avec les paraboles, 10 fois le niveau Internet mondial. Et pour les réseaux phasés en Australie, c'est encore plus, 10 fois plus. La distribution de ces stations, elle va être spirale, c'est la meilleure distribution. Et puis, avec le LSST aussi, c'est des pétabytes stockés en 10 ans. Alors par contre, je compare avec Euclide, là c'est tout petit. Vous avez seulement des gigabytes par jour. Donc heureusement d'ailleurs, puisqu'il faut que ça vienne en satellite et que les liaisons satellites sont quand même limitées. Donc là il n'y a pas de problème pour toutes les données d'Euclide, il n'y a aucun problème, c'est pour SKA et le LSST que vous aurez des problèmes. Donc je m'arrête là. Merci.